Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes aujourd'hui avec M. Ismaïla Sakho. Vous êtes conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Donc aujourd'hui, nous allons entretenir avec vous pour parler de l'actualité. L'actualité du Mali, on le sait, c'est le problème au Sahel, le problème du terrorisme. Je vous laisse vous présenter, nous dire aujourd'hui qu'en est-il de la lutte contre le terrorisme au Sahel et de l'actualité brûlante avec la perte de 13 militaires français dans un accident d'hélicoptère. Je m'appelle Ismaïla Sakho, je suis le président du Parti social-démocrate africain, PSDA au Mali et sur le plan international auprès de notre diaspora. Par la grâce de Dieu, à l'issue des élections de 2013, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, une fois installé, m'a fait l'honneur d'être membre de son cabinet politique à partir de février 2014. Je suis ici auprès de la diaspora malienne de France, qui, sur son initiative, m'a invité à la présente cérémonie de lancement des activités de la Fédération Soninké internationale. Fédération internationale des Soninké veut tout simplement dire qu'ils sont à la fois en phase et intègrent les aspirations et les préoccupations des associations membres à la fois des Soninké du Sénégal, des Soninké du Mali, mais aussi des Soninké de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau. C'est ça, on va dire, le territoire de l'ensemble des Soninké du monde depuis Ouagadougou, Bida, de Kombi Salé. Oui, vous avez souhaité avoir mon avis sur les questions d'actualité politique à la fois au niveau national, territoire malien parce que je suis malien, mais aussi dans le Sahel. Et votre question porte sur les questions sécuritaires. Je voudrais dire qu'à la suite du coup de force de 2012 dans mon pays, des élections régulières ont été organisées et lesquelles ont été renouvelées en 2018 qui a sanctionné la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais pendant ces 5 années, le président de la République, après son élection, a trouvé un pays qui était déjà à terre avec une armée complètement, on va dire, déglinguée, des équipements militaires très rudimentaires, ne pouvant pas faire face, ne pouvant pas être une force de feu, une force de frappe pour nos soldats et nos militaires, malgré leur patriotisme et leur professionnalisme, contre des terroristes déjà connaissant le terrain, des terroristes aguerris, des terroristes ayant déjà servi au Moyen-Orient, ayant servi en Libye, des terroristes qui ont bénéficié de la chute du régime de Kadhafi pour s'approprier, on va dire, des armes et des équipements de pointe qui leur a permis rapidement de conquérir le territoire septentrional de mon pays. Il a fallu que le régime actuel en place travaille pour avoir un certain nombre de moyens financiers suite à ce qu'on appelait l'OLP, qui a permis au gouvernement d'acheter, d'équiper les forces de défense et de sécurité de notre pays. D'abord en termes de tenue, en termes d'armes, de munitions, mais aussi en équipement aérien. Ce qui fait qu'un certain nombre de combats engagés contre le terrorisme et les terroristes sur le territoire malien ont pu être gagnés, ont pu être repoussés. Oui, nous avons des pertes en vie humaine énormes. Le peuple malien semble déçu, est désespéré. Nous avons fait appel à une communauté internationale à travers la force Serval française qui, en 2013, a permis d'empêcher la montée des terroristes sur le côté sud, les territoires sud et notamment sur Bamako, en les bloquant au niveau de Konan. Il y a eu pendant cette période un sentiment en français embelli, une image française très populaire. Des Français aimés, des enfants portant des noms même de Damien Boiteux, le premier soldat mort à Konan suite à la riposte et à la récupération de Konan par l'armée française. Et nous avons eu un accord d'Alger qui a permis de temporiser à minima la situation belligérante entre les groupes armés et les forces de défense et de sécurité du Mali. Ensuite, il y a eu une autre phase où Serval s'est transformé en Barkhane, où le Mali, grâce à la résolution des Nations Unies, a fait appel à l'amunissement. Nous avons depuis peu, sous le leadership d'IBK, la première année, le G5 Sahel a été créé. Aujourd'hui, Youssouphi l'a dirigé et ça tend vers Kaboré. Donc nous pensons que la situation au Sahel n'est pas assez réluisante. Elle est préoccupante. Le Sahel est une sorte de pont
entre l'Europe et l'Afrique. Une sorte de pont pour éviter une marée humaine qui se déplacerait de l'Afrique, du Sahel, du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Mauritanie et y compris du Tchad, vers l'Europe par une immigration de masse, une immigration que l'Europe ne pourrait pas contrôler. Et dans cette masse, on va dire une sorte de transfert et de déplacement des terroristes et du terrorisme sur le sol européen. Nous avons vu Charlie Hebdo en France, nous avons vu le Bataclan en France. Ça, c'est des images horribles que nous avons vécues. Récemment à Bamako et au Mali, disons, nous avons connu Ndeliman, qui a été choquant, qui a été bouleversant, qui a été une sorte de goutte d'eau qui a déversé le vase. Et depuis, oui, les Français, les Maliens semblent n'avoir pas compris pourquoi et comment toutes ces forces internationales, étrangères, équipées, armées sur le territoire, en phase avec l'armée malienne, n'arrivant pas à réduire le nombre de décès, de tueries dans les rangs de notre armée. Ce sentiment anti-forces étrangères doit se comprendre, mais ne doit pas perdurer. C'est nous qui avons fait appel à ces forces étrangères. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons travailler avec intelligence. Ces forces étrangères et les forces de défense et de sécurité du Mali doivent travailler intelligemment, doivent faire en sorte que les forces nationales maliennes aient accès au plus rapidement possible, accès aux renseignements disponibles et que les équipements en drone, les équipements aériens permettent de couvrir au sol les militaires, à la fois des forces étrangères et des forces maliennes, en coordination, en bonne intelligence, pour traquer et gagner le combat contre le terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien a besoin de victoire. Et seule la victoire, seule la réduction des tueries, seule la coordination et la conjonction des efforts et de la tactique permettra, n'est-ce pas, au peuple malien d'avoir davantage confiance, à la fois aux forces de défense et de sécurité, mais à nous qui sommes aussi les dirigeants et les responsables de ce pays. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens et aussi des Français s'interrogent ou doutent sur l'efficacité du travail de l'armée malienne, mais aussi de la force Barkhane. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire est-ce qu'il y a de l'espoir, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a d'espoir sur le terrain? Parce que certaines s'interrogent vraiment sur l'efficacité des forces nationales. Vous savez que récemment, il y a moins d'une semaine, les terroristes ont voulu reprendre le même camp de Boulkissi et avec échec. L'armée malienne déterminée, ayant bénéficié du soutien populaire de son peuple et des autres Africains, a repoussé militairement cette attaque terroriste. Oui, notre armée a encore besoin davantage d'équipements. C'est pourquoi nous demandons, je demande en tant que président de PSD à la communauté internationale de faciliter et de favoriser à la fois l'équipement aérien et terrestre de nos militaires et que la coordination se fasse avec les forces de défense et de sécurité du Mali en tête, que ce soit les Maliens qui aient le leadership. Oui, les Maliens payent le lourd tribut par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une affaire malienne. Ce n'est pas une affaire sahélienne ou saharienne. C'est une affaire mondiale qui touche l'existence même de l'humanité, qui est en train de, on va dire, de faire bouger des lignes dans le mauvais sens. Nous n'avons pas besoin demain des États islamistes qui vont, au nom de la charia, s'imposer à nos populations qui ont déjà, de par notre culture, de par notre histoire, de par notre tradition, un vécu et des habitudes de façon de faire et de vivre en symbiose. Nous avons donc besoin que cette communauté internationale vienne aussi aider, on va dire ensemble, la force Barkhane qui doit s'associer aux forces de défense et de sécurité du Mali pour que nous gagnions ce combat et qu'on ne laisse pas seuls les militaires maliens sans équipement. Et c'est ce qu'il faut. C'est cette coordination, c'est cette intelligence d'action, c'est ce soutien populaire. Donc nous pensons, nous estimons et j'estime qu'aujourd'hui, l'état actuel des choses, le Mali et les Maliens ont besoin encore sur notre sol une force de défense, une force
étrangère qui doit faire preuve de résultats, qui doit faire montre de résultats, qui doit engranger des résultats, qui doit faire preuve de la réduction des tueries et des pertes en vie humaine. Et qu'ensemble, les équipements dont ils disposent soient aussi à portée de main des forces de défense et de sécurité du Mali. Et c'est le seul prix qui permettra aux différents pays du Sahel qui ont fait une demande, qui ont demandé un appui auprès des pays à revenus élevés, à l'Occident, un appui conséquent financièrement, équipement, militairement. Et ce qui manque à la force du G5 Sahel, et ce qui manque aux forces de défense et de sécurité. Donc ce soutien que les différents présidents du G5 Sahel ont exprimé, ont demandé, qu'il y ait un soutien financier et matériel, que le programme ne soit pas financé à hauteur de 30%, à hauteur de 40%, qu'on mette à la disposition de ces pays l'ensemble des ressources financières nécessaires et l'ensemble des équipements nécessaires pour que nous puissions davantage monter en puissance et que nous puissions multiplier la force de frappe et que la puissance de feu de toutes ces forces réunies, bien équipées, bien réparties sur le territoire et les territoires, doit venir à bout du terrorisme. Moi j'ai confiance, j'ai foi en nos forces de défense et de sécurité. Ils font du travail remarquable. Deux dernières questions, M. Saro. Souvent, on voit que certaines personnes qui vraiment s'intéressent aux négociations pensent à une, entre guillemets, division du Mali, entre le nord et le sud, ou une séparation du Mali dans les négociations. Est-ce que c'est utopique ou selon vous? Une question. Et ma deuxième question, c'est quel est l'état d'engagement des États africains aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme? D'abord, je veux dire que c'est un rêve et un leurre, ceux qui pensent que le Mali va être divisé. Les Maliens ont compris ce qui est en train de se passer. Le complot qui se jouerait contre le Mali n'aboutira pas. Nous allons y mettre fin. Parce que l'opinion nationale a compris. Et l'opinion nationale est en faveur des forces de défense et de sécurité. Cette opinion les soutient. Cette opinion a compris que nous avons aussi besoin de constituer l'union sacrée autour des institutions de notre public. Et cette stabilité politique et sociale dont nous avons besoin est en train de se traduire grâce à un dialogue national inclusif qui est en cours et qui permettra à chaque Malien de s'exprimer en fonction de ses représentations et qui permettra naturellement de sortir un certain nombre de recommandations en matière de lutte contre la corruption et en matière de renforcement de la justice, une justice équitable, une justice à proximité de la population, mais aussi d'équiper la sécurité, de faire en sorte que dans les recrutements, qu'on mette l'accent sur le mérite et la valorisation de la compétence. Donc nous allons gagner ce combat. Le combat de la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement qu'un combat militaire, c'est aussi lié à un sous-développement. C'est un combat pour le développement, un combat pour la liberté d'opinion et d'expression. Et ça ne concerne pas que le Mali. La preuve, le Burkina est aussi menacé au même titre que le Mali. Le Sahel, le Niger est un pays voisin. La Mauritanie n'est pas loin du Mali. On fait frontière avec l'Algérie. Donc c'est l'ensemble de cette zone qui est aussi menacée. Mais que se passe-t-il? Nous avons une Algérie qui appartient à un Maghreb, qui est au niveau de la Méditerranée et qui fait frontière avec l'Europe. Donc les imbrications sont assez proches, fortes. On ne peut pas laisser le Sahel seul, le Mali seul. Non, moi j'ai espoir. Nous allons gagner cette lutte-là. Donc aujourd'hui, il y a suffisamment d'engagement de l'Union africaine dans cette lutte. L'Union africaine, la CEDEAO est très engagée. L'Union africaine est en train de prendre des résolutions. Et c'est pourquoi je pense que je lance un appel au nom du Parti social-démocrate africain. Oui, au nom de cette diaspora qui aujourd'hui nous font confiance, qui pose des interrogations, où nous avons vu des manifestations africaines depuis Paris pour dire qu'il faut qu'on soutienne les États africains. Cette expression de l'ensemble de la diaspora doit se traduire aussi dans les politiques des différents pays africains. Oui, c'est pourquoi je pense que le président Macky Sall doit davantage, n'est-ce pas, au nom de son leadership, y compris avec le président ivoirien, qui font aussi frontière avec le Mali, où nous avons de façon bilatérale des forces qui travaillent ensemble. Et le Tchad, qui est jusque de l'autre côté de la Corne, n'est-ce pas, qui est membre aussi du G5 Sahel, qui a mis son armée à notre disposition. Que cela aussi soit suivi par une approche, n'est-ce pas, du Nigeria, qui a aussi le terrorisme en son sein, pour qu'on mutualise nos fonds, financement, et qu'on mutualise les pratiques en termes d'approche, de formation de notre armée. Parce que c'est les armées africaines qui connaissent le territoire africain.
C'est les Soudanais qui connaissent le désert, les Tchadiens connaissant le désert, les Somaliens connaissant le désert, les Mauritaniens connaissant le désert avec le Niger. Nous devons avoir une formation particulière qui s'adapte, n'est-ce pas, à cette crise, à cette guerre qui est asymétrique, qui s'est métastasée, qui touche la plupart des pays. Et aucun pays n'est à l'abri. Ceux qui n'ont pas été touchés, qui ne se sentent pas à l'abri. Alors oui, je lance un appel vibrant à l'Union africaine pour que ceux des pays africains qui m'entendent, en tant que président de l'Union africaine, en tant que président des différents pays africains, pour que vous puissiez comprendre que le Mali se bat. Que le Mali ne cessera de se battre. Hier, le Mali était sur le théâtre des opérations des différents pays en difficulté. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en difficulté. Nous n'avons pas seulement besoin de déclarations fortes des différents pays, nous avons besoin aussi de l'action, des moyens à nos dispositions, des militaires formés, adaptés à nos dispositions, qui acceptent au nom de l'humanité, au nom de la solidarité africaine, au nom de la souveraineté de nos pays et de l'Afrique tout entière, qu'on se batte contre le terrorisme et sans état d'âme. Et que nos diasporas suivent le pas. Et que des cadres comprennent que le militaire ne doit pas se battre seul. Il a besoin de nos cadres, de notre comportement, de notre probité, de la façon dont nous gérons les fonds, de quelles sont aujourd'hui les dispositions que nous prenons quand un militaire tombe au front. Le Mali est un de ces pays qui a décidé qu'un militaire qui meurt sur le front, il y a 10 ans de pactole, 10 ans de salaire qui sont concentrés, qui sont donnés à la famille. Et il y a la pupille de la nation par rapport aux enfants. Ça, c'est un acte politique fort qui est en train de se concrétiser. C'est aussi 5 années de salaire cumulé pour un soldat qui est blessé, pour ses familles. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Donc nous pensons que les pays africains doivent emboîter le pas dans ce sens-là. En tout cas, nous sommes loin de la victoire. Le chemin semble encore long. Donc nous devons faire corps. Et nous devons aller au-delà des questions partisanes, au-delà des intérêts personnels. Les pays étrangers qui nous accompagnent ont des intérêts. Mais il y a aussi une question de morale. Le terrorisme va au-delà des intérêts. C'est l'humanité qui est menacée. C'est l'ordre du monde qui est en train d'être dérangé. Alors on doit mener ce combat avec force, avec vigueur, avec intelligence et sans état d'âme, sans calcul. Je pense que c'est le prix de la victoire. Et je m'inscris dans cette dynamique-là et je m'associerai à tous ceux qui sont dans cette lancée. C'est Ismaïla Sakho, juste pour conclure, comment est perçue la dernière sortie de Salif Keïta au sein du gouvernement malien, s'il vous plaît? Salif Keïta est un compatriote malien, un chanteur international. Sa sortie a été différemment appréciée, diversement appréciée. Oui, il a donné le cri de cœur d'un artiste. Mais en tant que Malien, il sait lui-même que le Mali traverse une crise forte. Et c'est lui-même l'ensemble des efforts que les plus hautes autorités de notre pays ont menés contre ce combat, y compris son frère, son grand frère, son aîné qui est Ibrahim Boubacar Keïta. Il le connaît mieux que quiconque. Et je ne pense pas que ces propos soient directement versés contre le président lui-même pour le mettre en difficulté. Et en même temps, je sais que mon cher tonton, Salif Keïta, artiste, sait aussi que les Français meurent pour le Mali, meurent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Que ici, à Paris, la France a été attaquée et taclée au cœur même de son système, à Bataclan. Nous l'avons vu, à Charlie Hebdo. Donc ils sont aussi, on va dire, concernés par la lutte contre le terrorisme. Donc nous avons intérêt, à la fois lui-même Salif, moi et d'autres Maliens, de se donner la main pour constituer une sorte de rempart, constituer une sorte d'union sacrée, n'est-ce pas, et être une sorte de ressort pour le sursaut national du Mali. Et sa voix porte. C'est un bon lobbying, et je l'invite à aller dans le sens du lobbying. Je l'invite à appeler à l'union, je l'invite à appeler au calme et à la sérénité. Je l'invite naturellement à chanter et à inviter la plupart des compatriotes à plus de retenue et naturellement à une meilleure gestion des fonds qu'on met à la disposition de chaque cadre de notre pays pour que la corruption, nous puissions la vaincre, nous puissions être au-dessus de cela. Je pense que c'est son rôle et c'est ce qu'il a voulu dire en d'autres termes. Alors je pense qu'il peut aussi rectifier le tir parce que nous avons besoin tous d'être ensemble derrière le Mali, pour le Mali et non pas que pour un être humain, un individu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est président pour 5 ans, 10 ans maximum. Après Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali va exister, le Mali vivra. Ceux qui seront de ce monde doivent continuer à porter le flambeau du Mali plus haut, ensemble.
y compris demain, si après les 2 mandats d'Ibeka, il n'est plus au pouvoir, Ibeka continuera à soutenir celui qui viendra après lui. Salif Keita, de son vivant, y compris moi et d'autres, nous continuerons à soutenir celui qui sera à la place d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pour l'instant, il est président du Mali, nous devons agir. Il y a un temps, oui, pour la critique, il y a aussi un temps pour l'action. Et c'est l'action qui est demandée. Je m'inscris dans l'action, je m'inscris dans la réflexion. Mais toutes les actions que nous posons, posons-les dans le sens de l'unité et de la cohésion sociale. Merci M. Ismaïla Sakho de nous avoir accordé cet entretien sur IK News. Je rappelle que nous étions là pour aborder la question du Mali, le Sahel, le terrorisme. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.